Ouais, c'est quoi Ressources Mouvement, puis qu'est-ce qu'on fait? On est un réseau d'une centaine de personnes en ce moment, toujours petit, mais on est en pleine croissance, à travers le Canada et le Québec. Et on est un réseau qui cherche à répondre à une question de base partagée. C'est quoi le bon rôle pour les jeunes personnes fortunées dans la transition vers une société radicalement plus juste que notre société actuelle? Et avant de partager qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette question, je vais d'abord partager quelques convictions partagées. Donc, nous croyons que notre société fait face à des crises énormes, bien sûr. La pauvreté, le racisme systémique, le changement climatique, la montée de l'extrême droite. Puis on croit que toutes ces crises sont intimement liées à l'inégalité. Donc, ouais, je suis content d'être ici aujourd'hui. Nous croyons que les personnes fortunées ont une longue histoire d'essayer d'intervenir pour améliorer les solutions, les problèmes sociaux, sans suivre le leadership des communautés directement affectées. Et donc, en terminant par nuire à ces communautés-là, en place de soutenir leur lutte à cause des biais qui viennent souvent avec le privilège. Nous croyons toutefois que les jeunes personnes fortunées ont un rôle unique et important à jouer dans la transformation de notre société, notamment parce que, à travers des prochaines 20 ans, nous allons recevoir les héritages de nos parents baby boomers, ce qui constituera le plus grand transfert intergénérationnel de richesses privées dans l'histoire du monde. Donc, nous croyons que pour jouer ce rôle, il faut que nous déconstruisons nos biais et que nous comprenons que l'inégalité nuit non seulement aux communautés défavorisées, mais à nos communautés aussi. Monsieur de Koning a parlé tantôt des épidémiologues Pickett et Wilkinson, dont le livre s'appelle « L'égalité, c'est mieux ». Puis c'est un rassemblage de recherches assez rigoureuses sur le fait que l'inégalité nuit à toutes les tranches de la société, y inclut les personnes plus riches. Donc, si on croit cela, il faut qu'on soutienne les luttes populaires, non pas dans une optique ou dans une éthique de charité, mais dans une éthique d'intérêt commun, de solidarité. Alors, si on croit avec toutes ces convictions, nous répondons pour le moment à notre question de base en faisant trois choses. On fait de l'éducation politique auprès de nos membres pour se pousser vers l'action individuelle, la redistribution de la richesse personnelle et aussi les conversations courageuses avec nos familles, nos collègues pour faire avancer ces idées-là. Nous mobilisons aussi nos membres pour soutenir les luttes populaires à travers les campagnes qu'ils mènent. Et nous menons nos propres campagnes, là où nous décidons avec nos partenaires que nos voix, en tant que jeunes personnes fortunées, pourraient avoir un impact démesuré sur le discours public. Et notre campagne principale, ça touche sur la solution concrète, c'est une campagne pour la justice fiscale. Donc, avec la coalition Taxons la richesse, nous réclamons des impôts sur les héritages, des impôts sur les fortunes, la fermeture des échappatoires fiscales et des impôts sur les profits excessifs coopératifs. Puis, quand on parle des coûts de la vie, nous croyons que ce dernier impôt représente une opportunité politique vraiment exceptionnelle pour réduire les effets de l'inflation tout en réduire l'inflation même. Parce qu'une des causes principales de l'inflation, comme a dit d'autres panélistes, c'est les profits excessifs coopératifs. Merci. Alors, Monsieur Hausson. Bonjour, merci. Merci de l'invitation à l'Observatoire des inégalités. Puis merci tout le monde d'être là. C'est vraiment une belle salle, je le disais à Nathalie en arrivant. Aujourd'hui, il a été fait mention de plusieurs solutions là, dans le très court terme, sur quelques années, sur quelques générations même. Moi, je pense que les solutions qui me rejoignent le plus sont celles dans le très, très long terme. Et je m'explique parce que
ça provient d'une volonté politique. En fait, et tout à l'heure, M. Deconinck me demandait pourquoi j'étais allé en politique à l'époque. C'était pour des raisons tout à fait sociales et très variées de gauche. Moi, je suis pas mal de gauche. Mais l'outil qui me semblait le plus raisonnable pour avoir les moyens le plus rapidement de mettre en place les politiques qu'on voulait, pour moi, c'est la souveraineté du Québec. Je suis encore souverainiste. Je suis plus impliqué en politique, mais je suis encore très souverainiste. Je pense que c'est un moyen d'atteindre ce qu'on veut et non la finalité elle-même. Mais bref, les deux moyens qui me semblent les plus appropriés à long terme pour régler les inégalités, le premier, c'est la fiscalité. Et il en a été fait mention beaucoup aujourd'hui. La fiscalité, c'est le meilleur système de redistribution qui soit. La philanthropie, c'est merveilleux, mais si le système fiscal était efficace, on n'aurait pas besoin de philanthropes. Et je pense que la philanthropie, c'est aussi de donner en chemin dès qu'on peut, et non d'attendre à la fin d'en avoir trop puis de dire qu'on veut redonner à notre collectivité. Et il y a des fondations qui font du travail merveilleux. C'est évidemment, je ne veux pas blâmer les fondations, mais je pense, comme je le disais, que si le système fiscal allait chercher la bonne ponction chez chaque agent économique, pour parler en termes théoriques, on n'aurait pas besoin de philanthropie. On pourrait toujours être généreux puis donner de ce qu'on a, évidemment, mais ce ne serait pas un besoin fondamental dans la société pour plusieurs réseaux communautaires d'avoir une grande fondation qui décide d'aider tel segment de la société. Ça devrait être fait collectivement par un gouvernement qui reçoit assez d'impôts pour payer tous les services qu'il veut prodiguer. Et cette fiscalité-là efficace mènerait, par exemple, au fait qu'il n'y aurait pas de questionnement en ce moment si on doit privatiser le réseau de la santé ou non. Ça devrait être complètement public. Et je vais faire une parenthèse là-dessus. Le réseau de la santé, pourquoi il faut qu'il reste public? Il y a beaucoup d'arguments, on entend beaucoup d'arguments que ça diminue les listes d'attente, etc., mais tout ça, je trouve ça pernicieux. Le réseau de la santé, il y a un intérêt économique divergent avec des intérêts privés. Un investisseur qui met $1 million dans une clinique de santé, il ne veut pas qu'elle soit vide, la clinique. Il veut que ça produise. Donc, il y a indirectement, je ne pense pas que c'est une mauvaise personne, mais il y a indirectement un avantage à ce que les gens soient malades pour que son million produise. Alors qu'au gouvernement, quand on investit dans des hôpitaux, on veut qu'ils soient vides parce que ça coûte moins cher et on a une population qui est plus active et plus productive. Donc, l'alignement entre un système de santé public et le gouvernement, il est parfait. Mais entre un système de santé privé et l'intérêt collectif, il y a une contradiction là qui est fondamentale à mon sens. Et j'espère que le gouvernement actuel ne va pas trop aller vite dans la privatisation, parce qu'il est déjà assez privatisé, notre système, là, quand on y pense. Et il faudrait vraiment, moi j'irais dans le sens inverse de collectiviser ou de nationaliser, en fait, tout le système de santé. Il y a aussi, si le système fiscal fonctionnait bien, un grand pan qui est important pour les inégalités, là, on ne le mentionne pas souvent, mais c'est la mobilité. Les transports en commun au Québec devraient être gratuits, comme ça s'est fait dans certains pays, et un système fiscal efficace aurait les moyens de faire en sorte que tous les transports collectifs soient gratuits parce que c'est un besoin de base de se déplacer pour ses activités ou son travail. Et un autre secteur très important qui découlerait d'un système fiscal plus riche parce que plus efficace, c'est l'éducation. Moi, je pense que la solution passe par nos cerveaux et donc par la gratuité scolaire, qu'on a tout à fait les moyens de s'offrir. En fait, on n'a pas les moyens de ne pas se l'offrir. La gratuité scolaire, pendant la crise de 2012, là, le printemps érable, j'appelle ça une crise, mais le printemps érable de 2012, on entendait souvent parler de gratuité scolaire, évidemment, parce que ça portait sur les frais de scolarité. Puis à la télé, malheureusement, on entendait un étudiant qui disait gratuité scolaire, un économiste de droite qui disait ça coûte trop cher, puis on passait à la météo. Donc, il n'y avait pas un grand débat là-dessus. Mais quand on y pense, la gratuité scolaire, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus d'entrave financière pour n'importe qui, n'importe quel citoyen, citoyenne qui veut aller dans un domaine d'études, qui soit technique, professionnel ou un doctorat. Moi, je prône la gratuité scolaire balisée de la petite enfance au doctorat parce qu'en moyenne, ça fait une population qui est mieux formée, éduquée ou entraînée dans son domaine de prédilection. Et ça fait en sorte que sur l'espace d'une vie, les revenus sont plus élevés de par cette qualification accrue-là et les impôts additionnels qui entrent dans les coffres de l'État par ces salaires-là plus élevés valent plus que les frais de scolarité qu'on coupe. Donc, c'est aussi un aspect économique fondamental d'avoir une gratuité scolaire. C'est payant, ce n'est pas un coût. Donc, je vais m'arrêter ici parce que le temps passe vite, mais on pourra revenir sur la volonté politique de mettre ça en place aussi par la suite. Merci. Oui, alors, désolé ce matin, je n'étais pas là physiquement, mais spirituellement, j'étais avec vous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle difficile pour beaucoup de familles. Un autre corps a été retrouvé à Winnipeg. Alors, une femme autochtone. Alors, vous comprendrez que j'étais entourée ou j'essaie d'entourer d'autres personnes au même moment où je m'étais engagée avec vous. Et brièvement, je vous dirais, moi aussi, je crois beaucoup à la souveraineté. D'un côté Innu et d'un côté québécois. Mon père, il est super, il voudrait que ça soit un pays ici. Et ma mère voudrait
certainement, pour répondre à votre question, et moi j'adhère à ça aussi, 2 choses importantes pour répondre à votre question. L'éducation. Ici, on n'enseigne pas les vraies histoires. Alors, on hypothèque de génération en génération des sociétés qui vont penser que ça a été découvert par d'autres et que ça n'a pas été habité pendant des millénaires par d'autres. Alors, la bulle papale, c'était une bonne nouvelle la semaine passée. Alors, l'éducation, pour moi, comme tu viens de mentionner, de la petite enfance jusqu'à la super université, on doit la reconstruire, la co-construire ensemble. Puis ça va enlever bien des situations ou des méconnaissances. Bien sûr, le fait que ma moitié a 500 ans d'occupation de territoire et de l'autre côté, 10 000 ans d'occupation de territoire, mais c'est elle qui a moins de pouvoir. L'extraction des ressources, on n'a pas un mot à dire, sinon très peu. On n'est pas équipé pour contester, sinon être de réels partenaires. Ce qui fait que quand j'arrive en ville, dans une situation d'extrême pauvreté et que je me cache dans une toilette parce qu'il y a une heure où je dois être rentrée pendant la COVID et j'en meurs, si on avait bien équipé nos nations et que les nations avaient été respectées, je crois que cet homme-là serait vivant aujourd'hui et bien d'autres personnes. Alors, ça serait ça ma réponse à votre question, entre autres. Merci, Madame la sénatrice. OK. À mon tour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation à l'Observatoire québécois des inégalités. Ça fait une journée assez costaude. J'imagine qu'on va être regaillardi en sortant d'ici, plein d'idées. Pour répondre à la question, nous, moi, je suis porte-parole au collectif pour un Québec sans pauvreté. C'est un groupe militant, fait que juste nommer 2 éléments qu'on trouve importants, alors que nous, on porte à peu près 1000 revendications. C'était un peu difficile, mais j'irais sur, en fait, 2 principes plutôt que des revendications très ciblées. Mais sur le principe, j'irais avec quelque chose qu'on traîne au collectif depuis les tout débuts du collectif. Et il y a Viviane Labrie dans la salle qui fait partie de l'histoire, de la grande et la belle histoire du collectif, qui a permis de voir le Québec adopter une loi visant l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Cette loi-là a été adoptée à l'unanimité avec évidemment plusieurs amendements par rapport à toute la démarche de l'écriture d'une proposition citoyenne d'une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et parmi les amendements et les principes qui n'ont pas été admis dans la loi qui est la nôtre aujourd'hui, il y avait le principe que chaque politique publique, chaque mesure politique soit animée par le souci que l'on privilégie les revenus du quintile le plus pauvre et pas les revenus du quintile le plus riche. C'est-à-dire qu'on essaie de déjouer le jeu des inégalités. Malheureusement, ce principe-là n'est pas passé dans la loi actuelle et donc on a, par exemple, à dealer avec un budget qui vient d'être déposé au Québec et qui fait le jeu des inégalités sociales. Ça a été largement dit aujourd'hui. La baisse d'impôts, les baisses d'impôts proposées, 7,4 milliards sur 4-5 ans, qui vont favoriser essentiellement les plus nantis. C'est évidemment un problème. Alors, je dirais que parmi les principes à garder en tête, toute politique publique, donc ça inclut le transport collectif, l'éducation, la redistribution de la richesse, évidemment, devrait être animée par ce principe de favoriser les revenus des plus pauvres plutôt que celui des plus riches. Et sinon, deuxième élément, ça serait nous, au collectif, on travaille depuis, encore une fois, toujours avec ce qu'on appelle les principes avec. C'est-à-dire que si on mène la lutte contre la pauvreté, il faut la mener avec les personnes qui sont concernées par cette lutte-là, les personnes en situation de pauvreté, alors que ce soit quand on met de l'avant des politiques ou des mesures liées à la pandémie, au confinement, comme Mme Audette l'a dit, si on avait pris en considération la voix des personnes en situation d'itinérance, des groupes aussi qui défendent la voix de ces personnes-là, si on avait entendu la voix des personnes et des groupes qui défendent les personnes en situation de pauvreté,
Possiblement qu'on n'aurait pas fermé tous les magasins parce que les personnes en situation de pauvreté ont rarement accès à Internet, ont très peu souvent accès à une carte de crédit, ne peuvent pas, eux, faire leurs commandes à l'épicerie en ligne. C'est des enjeux qui ont été largement éclipsés pendant la pandémie. Là, on parle de l'inflation, du coût de la vie aujourd'hui, mais encore une fois, le gouvernement fait un peu la sourde oreille aux demandes des groupes, aux réalités et aux témoignages des personnes en situation de pauvreté ou en situation d'itinérance. Et à mon sens, ça devrait faire partie des éléments à prendre en compte. La ministre Rouleau, qui est la ministre de la Solidarité sociale, et je termine là-dessus, mais la ministre Rouleau a annoncé hier qu'elle lançait officiellement une consultation dite publique en vue de déposer son prochain plan d'action contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui est attendu pour 2024. Une consultation publique qui sera essentiellement menée en ligne. Il y aura un formulaire, un questionnaire à compléter avec des questions fermées, peut-être quelques questions ouvertes, et la possibilité de déposer des mémoires, mais on ne sait toujours pas à ce moment-ci si les mémoires seront publiques, si on pourra consulter les mémoires qui seront déposées au gouvernement. On sait que le gouvernement va rencontrer quelques personnes, quelques groupes triés sur le volet, mais on n'est pas du tout là en mode écoute. Nous, ce qu'on revendique depuis toujours, c'est une commission parlementaire avec une portion itinérante pour que le gouvernement se promène partout au Québec pour entendre partout ce qui se passe sur les enjeux de pauvreté et évidemment d'inflation. Alors bref, il y aura l'occasion de reparler de ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de choses très intéressantes qui ont été discutées depuis ce matin en termes d'action. Juste dans ce trois quarts de tour de table-là aussi, des choses très intéressantes. Merci en passant dans la question d'avoir parlé d'action plutôt que de solution. Moi, c'est un mot qui me parle plus, mais sans faire trop de sémantique, on pourrait y revenir. Moi, j'ai 39 ans cette année dans les services publics, 36 ans en CLSC, 3 ans à la Ville de Québec. Je ne compte plus le nombre de projets collectifs sur lesquels j'ai travaillé. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur quoi je travaille en ce moment. Donc, 2 actions que je trouve extrêmement importantes. Ça a été soulevé ce matin, la question du logement. Céline Magontier l'a évoqué, Édith Saint-Hilaire l'a évoqué. Donc, la question du logement, puis la question du transport collectif. Puis quand je parle du logement, je parle d'abord et avant tout du logement social. Ça a été évoqué dans la toute première conférence de M. Boucher. Tu sais, les 2 principaux postes budgétaires en ce moment, par rapport aux besoins de base, c'est le logement et c'est le transport. Puis, le logement social, bien, c'est sûr que c'est faciliter l'accès au logement, mais on ira en plus avec une mesure qui est récurrente parce qu'elle s'inscrit dans le temps. Donc, elle est d'autant plus structurante pour des personnes qui sont en bas de l'échelle. Puis, quand Virginie dit qu'il faut se donner des actions qui visent à augmenter le pouvoir des personnes qui sont en bas de l'échelle, bien, l'accès à un logement social subventionné, c'est une action très structurante. Maintenant, je trouve que trop souvent, le logement, on a tendance à le réduire à 4 murs, un plafond puis un plancher, notamment le logement social. Le logement social, c'est aussi un milieu de vie extrêmement important. Ce qu'on a appris en pandémie, c'est l'Institut national de la santé publique qui nous l'a rappelé. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, le logement, c'est d'abord et avant tout le lieu de la vie privée. En pandémie, on s'est rendu compte que c'est devenu le lieu d'enseignement pour beaucoup de familles. C'est devenu aussi le lieu de travail. Donc, si le logement n'est pas adapté, si le logement n'est pas adéquat et ne répond pas à nos besoins, déjà, si on a dans notre vie privée des tensions familiales importantes, mais si on ajoute à ça la pression associée au télétravail, la pression associée à l'école à distance, tout ça, on augmente encore plus les risques associés au fait de ne pas avoir un logement de qualité, avoir un logement salubre. Et parler d'inégalité, on est beaucoup sur les coûts de la vie aujourd'hui, c'est normal, mais les inégalités, c'est aussi l'enjeu des rapports sociaux inégalitaires. Et ce qu'on sous-estime, notamment quand on parle de logement social, c'est aussi des espaces de vie démocratiques. C'est aussi des espaces de vie partagés. C'est aussi des espaces de vivre ensemble. Alors, il y a quelque chose là qu'on est en train, littéralement, comme on l'a évoqué ce matin, de scraper au Québec. Et les mots ne sont pas trop faibles. Et en plus, si on parle de coût de la vie, c'est un des postes budgétaires les plus importants, mais vous savez qu'en termes de stress, parce que le logement, c'est un déterminant
majeur de la santé. Puis si on a le temps, on pourra parler du stress, l'impact du stress sur la santé. Le logement, quand on est... On a parlé de sécurité alimentaire. Bien sûr, ça peut être stressant, mais si on a de la difficulté à se nourrir adéquatement, on connaît des stratégies qui font qu'on peut se priver un peu. Mais se priver d'un logement, c'est dramatique. Alors, ce que ça génère en termes de stress est immense. Transport en commun, plus rapidement. La Ville de Québec, la Ville de Québec a annoncé hier une mesure de tarification sociale du transport en commun qu'on a travaillé en collaboration. Je reviendrai tantôt quand on va se poser une question sur le AVEC, justement. A mis de l'avant une mesure de transport, de tarification sociale pour le transport en commun à la hauteur de 33 %. Tout le monde est d'accord, c'est trop faible, y compris la Ville, y compris les partenaires. Mais on s'est dit qu'il faut quand même mettre un premier jalon. Mais c'est aussi qu'il y a une réflexion intéressante derrière le transport. Il ne faut pas juste voir le coût que ça représente. Le transport, c'est la mobilité. La mobilité, c'est plus de choix scolaires, plus de choix vers l'emploi, plus de choix en matière d'éducation. La capacité de participer encore plus à la vie politique, à la vie citoyenne. La capacité d'avoir des rapports sociaux plus larges. Parce qu'encore une fois, un des plus grands drames quand on parle des inégalités sociales, c'est le déficit en matière de rapports sociaux. Donc, ce seraient ces deux actions-là. Merci. Alors, merci pour cette première intervention. Donc, vous êtes allé dans de nombreux domaines aussi. Vous n'êtes pas limité forcément à la question d'action à court terme. Comme certains d'entre vous l'ont souligné, on se doit de penser au-delà du court terme. Donc, je vais rebondir sur l'intervention de Madame Larivière par rapport à la question de la place faite aux personnes concernées dans le choix des solutions et des actions concrètes. Donc, vous en avez évoqué certaines. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? On a parlé aujourd'hui d'experts du vécu. Donc, est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? Oui, bien, en fait, nous, ce qui anime les principes avec, en fait, c'est le penser, décider et agir avec les personnes en situation de pauvreté. C'est-à-dire que si une personne qui vit à l'aide sociale actuellement a une prestation de 770 $, si elle ne fait pas son rapport d'impôt, elle se retrouve avec un revenu annuel d'à peu près 9 500 $. Donc, c'est excessivement peu. Comment imaginer ce que c'est que de vivre avec aussi peu quand on a un emploi, il faut absolument avoir autour de la table des gens qui peinent à se nourrir pour essayer de comprendre c'est quoi la difficulté, ils sont où les enjeux les plus difficiles, c'est quoi les stratégies aussi de solidarité, de survie. On a fait au collectif, il y a quelques années, une recherche action participative avec des personnes en situation de pauvreté. C'était aussi une façon pour nous d'envisager aussi la lutte autrement, où on a demandé aux personnes qui participaient à cette recherche-là, on leur a donné un appareil photo et on leur a demandé de documenter qu'est-ce que signifiait pour eux, pour elles, le plaisir. Et c'est des enjeux qu'on ne nomme jamais pour les personnes en situation de pauvreté. L'accès au plaisir, l'accès à la beauté, par exemple, le droit à la culture. Parce que c'est toujours mis en marge des priorités. Quand on peine à se loger, à se déplacer, à se nourrir, évidemment, c'est le genre de trucs qu'on n'envisage jamais. Et quand on est arrivé à la fin de cette recherche-là, ce qu'on a aperçu, en fait, c'est que le plaisir qui était le plus souvent soulevé et photographié par les personnes, bien, en fait, leur plaisir, c'est vraiment... c'est la couverture des besoins de base. Les gens nous parlaient essentiellement d'un repas avec des amis, d'avoir un balcon avec une vue. Ça a été dit ce matin, mais dans les quartiers défavorisés, il y a souvent très peu de balcons sur les immeubles, donc accès à l'extérieur assez limité. Donc, ce genre de choses-là va être nommé, va se trouver révélé en jasant avec les personnes qui sont concernées par la lutte qu'on essaie de mener. Si on ne les inclut pas, si on ne leur demande pas comment ils pensent qu'on devrait mener la lutte, on passe à côté absolument de comment il faut faire. Puis la lutte, à mon sens, ça ne parlerait pas, elle ne serait pas
elle durerait probablement pas aussi longtemps et elle perdrait de sa pertinence si on ne faisait pas avec les personnes concernées. Oui. S'assurer que les gens qui subissent le plus les inégalités soient au cœur des décisions qui les concernent. C'est ça votre question. Ça paraît tout simple et tout évident. Puis je pense que de tous les principes, c'est celui qui est le plus rapidement oublié. On est dans un système où la tyrannie du pouvoir, la tyrannie du savoir, la tyrannie des bonnes pratiques, la tyrannie des données probantes. Quand je dis tyrannie, bien sûr que les bonnes pratiques, c'est important. Bien sûr que les données probantes, c'est bien important. Mais s'il y a une règle qui est importante, notamment en organisation communautaire, c'est qu'une des conditions de succès essentielles, c'est la capacité de mobiliser les personnes. Et les personnes sont mobilisées quand elles sont entendues. Il y a une règle, il y a un adage qui est très fort dans le milieu communautaire, « Ne faites rien pour moi sans moi ». C'est une paraphrase d'une vieille phrase de Mandela, de vieille phrase de Gandhi qui avait été reprise par Mandela. « Ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi ». Au Québec, on a encore beaucoup de croûte à manger du côté de l'égalité homme-femme, mais on a quand même fait des bons importants. Parce que les gars, je pense qu'on a appris qu'il faut écouter la parole des femmes. Madame Audette, Madame Sirois était là ce matin, elle a fait un témoignage intéressant. Je pense qu'on a encore plus de croûte à manger en termes de rapports plus égalitaires entre les Allochtones et les Autochtones, mais j'ai l'impression, dans les dernières années, qu'on a appris à mieux écouter la parole des Autochtones. Ça paraît tout simple, et pourquoi on oublie ça tant que ça? Et c'est vrai pour tout type de clientèle. En ce moment, on est en train de travailler à la Ville en matière d'itinérance. On est avec des personnes qui sont très désaffiliées, dont la parole est parfois incohérente, où il y a des problèmes de santé mentale. Ça ne change rien. Leur parole est la plus significative si on veut être capable de mettre de l'avant des mesures qui sont adéquates pour réduire les inégalités. Merci beaucoup, M. Deconinck. En effet, suite au départ de Joyce Echaquan, puis on ne veut pas de départ comme ça, là, peu importe d'où on vient, et nous sommes une femme, une personne, un homme, j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus de ma vie, qui ne sont pas du tout issus d'une Première Nation ou Inuit. Et ça, ça a fait que maintenant, je sens les choses après 30 ans. Puis ma mère après 50 ans. Fait qu'on vous dit merci, ceux et celles là, qui prennent le temps. Et Tania, ça, c'est une de nos idoles, là. Puis, pour revenir à Tania, elle a cru aussi en nous à l'Université Laval. Les vendredis, je travaille à l'Université Laval. Le reste de la semaine, je suis nomade pour eux autres. Et on va avoir un milieu de vie, donc des résidences, à peu près 80. Et on a compris, puis on a sensibilisé les gens autour et les nations pour dire, on n'a pas beaucoup de Premières Nations qui terminent le cégep et encore moins l'université. Donc, on va faire 80 portes, c'est le jargon, j'imagine, là, dans le logement, là, et non des chapetoines, ça serait trop hot. Mais dans le sens où ça va être ouvert au cégep. Ça va être ouvert pour ceux, tu sais, l'éducation aux adultes. On avait demandé à la Ville d'être un partenaire aussi. La Ville, à l'époque, était comme « Ouais, mais si je te dis oui, il va falloir que je dise oui aux autres. » Moi, moi, quand on me la pitch, celle-là, je dis « Ben, dis oui aux autres. » Alors, et là, ça faisait en sorte aussi qu'on va avoir des familles. Parce que moi, je viens avec un autobus jaune d'habitude. J'ai 5 enfants, 2 petites filles, puis beaucoup de monde, puis des enfants spirituels. Mais j'aime beaucoup aussi, demain, je vais assister à ma première réunion de quartier. J'habite à Québec, officiellement là, depuis 2019, pour voir comment, ce que je n'ai pas réussi avec M. Labaume, avec cette nouvelle administration, de faire en sorte créer dans votre culture organisationnelle un dialogue qui reste, un espace qui reste avec les organisations autochtones. Des fois, elles sont là, des fois, elles ne sont pas là, mais plus officielles. Et je suis sûre que vous les connaissez, MAMOC, le Centre d'amitié et bien d'autres gens qui, pendant la pandémie, ont fait des belles choses avec la Ville de Québec. Mais des fois, c'est parce qu'on est tripant. Puis moi, ma culture, c'est toi puis moi, on aime ça. Mais qu'est-ce qu'on fait si on part, puis qu'est-ce qu'on laisse comme héritage pour que ça reste dans la gouvernance, dans la culture organisationnelle et ainsi de suite? Et moi, ça a toujours été ça avec l'enquête nationale. Les femmes et filles étaient au centre du rapport et des appels à la justice. Donc là-dessus, on se rejoint. Puis demain, ça va être ma première réunion. Comme citoyenne de Québec. Alors,
si vous voulez pas intervenir, on va passer à une autre question. Donc, vous avez tous des rôles différents en lien avec vos fonctions, des organisations dans lesquelles vous évoluez. Alors, ma question est, vous avez différents leviers d'action, mais vous avez aussi des défis, des obstacles, des barrières qui se présentent en lien avec votre positionnement. Donc, est-ce que vous voudriez en parler Donc, je vais passer peut-être la parole à John. Merci. Ce matin, quelqu'un a dit que dans une société démocratique, on y va avec ce qui est populaire en tant que politique publique. Puis moi, je dirais que malheureusement, en ce qui concerne les impôts sur la richesse, ce n'est pas du tout le cas. Que les impôts sur la richesse sont énormément populaires et qui sont résistés par une minorité avec un poids démesuré. Et donc, comment faire pour faire face à cette barrière-là? D'abord, la colère a été nommée plusieurs fois tantôt, puis d'après moi, la colère est effectivement essentielle. La mobilisation populaire alimentée par la colère reste essentielle comme stratégie pour garder la pression et en même temps, de notre côté, avec les leviers dont nous, chez Ressources Moment, nous disposons, on continuera de travailler en complémentarité avec les luttes populaires qui sont alimentées par la colère à 100% justifiée. Et en même temps, je pense qu'on a aussi besoin d'un changement de récit collectif. On a besoin d'abolir la mythe de la société post-classe. Je trouve que cette mythe-là, ça brouille énormément les pistes quand on essaie d'évaluer les impacts des politiques publiques potentielles. Par exemple, la politique publique, l'impôt sur la richesse qui a été proposé par Québec solidaire lors des dernières élections, puis qui a été pas très populaire, résisté, à cause, de mon opinion, à cause de la tendance de se comparer vers le haut, qui est renforcée par notre mythe d'une société qui n'a plus de classes rigides sociaux. Tandis qu'on sait que la mobilité sociale dans le Québec est en déclin depuis des décennies, que notre société, en fait, ça comprend des classes sociales assez rigides. Et il faut qu'on assume la réalité de notre société en tant que ça et qu'on embrasse la redistribution comme un bien en soi pour faire face à cette réalité de division de classe rigide et qui crée une crise, en fait. Donc, ce qui me donne de l'espoir, c'est que je trouve que c'est une idée qui prend quand même de l'élan. Même juste aujourd'hui, je n'ai jamais été dans une salle où l'idée des impôts sur la richesse a été soulevée autant de fois. Donc, d'après moi, si on continue avec les luttes populaires, avec les conversations courageuses dans les milieux fortunés, puis qu'on continue avec cette double stratégie, on va y arriver, puis on va faire face à ces barrières-là. Je vais peut-être y aller. Moi, je considère que j'ai eu la grande chance dans ma vie de travailler dans les trois piliers de la société. La société est bâtie, comme les sociétés comme les nôtres, du moins, sont bâties sur trois piliers. Il y a le gouvernement, le secteur privé, qu'on connaît tous, et le collectif, qu'on oublie trop souvent. Le pilier collectif n'est ni contrôlé par un gouvernement, ni par une entité privée à but lucratif, par exemple. Et cette entité-là, vous en faites pour la grande partie ici, je pense que vous en faites partie, là, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est associatif. L'économie sociale fait partie de ça. Le communautaire, qui n'est pas de l'économie sociale, fait aussi partie de ça. Et ce pilier-là, je pense, est au cœur de plusieurs solutions. Mais en ce moment, je ne suis plus dans le pilier collectif. J'étais au chantier de l'économie sociale pendant quelques années, puis ensuite dans une coopérative de producteurs de jeux vidéo, dont plusieurs membres étaient ici à Québec. Maintenant, je suis revenu dans le pilier privé en finance. Ceci dit, les sociétés les mieux équilibrées sont celles qui ont trois piliers qui collaborent ensemble. Et quand je suis revenu en finance,
j'avais encore derrière l'esprit les produits de financement collectif que j'avais vus au chantier de l'économie sociale. Si bien qu'on a créé avec Centraide, en fait, il y en a peut-être ici qui en ont bénéficié, d'ailleurs, l'initiative immobilière collective du Grand Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont bénéficié. Ça a été financé en partie par des fonds privés qui provenaient du bureau de gestion où j'étais. Parce que moi, je ne serais plus jamais capable dans ma vie maintenant de faire de la simple finance. Je n'ai jamais fait de la finance spéculative non plus, mais même de la finance, de juste gérer des portefeuilles sans aucune finalité sociale, ça ne me touchera plus jamais. Et en ce moment, je suis encore en train de développer avec Optimum où je suis, avec la fiducie du chantier de l'économie sociale et un fonds de la finance sociale du gouvernement, donc les 3 piliers réunis ensemble, des produits financiers pour aider à la fois au logement collectif communautaire ou même résidentiel. Et je pense que la solution passe par la jonction des 3 piliers. Parce que historiquement, souvent, quand il y avait un problème à régler au Québec ou un projet à lever, on se dit tout le temps, est-ce que c'est le gouvernement ou le privé qui devrait s'en occuper? Premièrement, on oublie trop souvent le pilier collectif qui peut très bien s'en occuper, et on oublie trop souvent la collaboration entre les 3 piliers. Et je pense que le jour où les 3 piliers seront automatiquement mis à contribution dans n'importe quel projet ou solution à un problème, c'est là qu'on va avoir atteint une espèce d'optimal collectif. Puis je voudrais revenir rapidement aussi sur une chose qui a été mentionnée dans le panel juste avant, sur la fameuse comparaison Québec-Ontario. Premièrement, si l'Ontario était le paradis, ça se saurait, là. Okay. Et deuxièmement, il y a souvent des comparaisons Québec-États-Unis aussi, parce qu'il y a des classements absolument trompeurs là, qui disent que le Québec, sur 60 États et provinces, est souvent dans les derniers en bas. C'est absolument faux en termes de prospérité collective, puis on pourrait discuter de ça toute une journée de temps. Mais je me souviens d'un débat qu'on avait déjà eu avec une chambre de commerce quand j'étais au chantier de l'économie sociale. C'était une discussion qui avait tourné un peu en débat, qui disait que comparativement aux États-Unis, le Québec est tellement pauvre en millionnaires. Ce qui était une expression qui me rentrait croche des oreilles. Puis moi, j'avais dit, comparé au Québec, les États-Unis sont millionnaires en pauvres. C'est pas tellement mieux. Puis je vous dirais même c'est pire. Puis l'espèce de PIB par habitant, il ne faut plus jamais se baser que là-dessus comme mesure. Si Bill Gates entrait ici, je ne sais pas s'il y a d'autres milliardaires, là, mais si Bill Gates entrait ici, la moyenne de richesse PIB par habitant monterait énormément, mais ça ne changerait pas notre état économique. Donc, il faut regarder la répartition des richesses aussi. Et là-dessus, malgré qu'il y ait évidemment beaucoup de progrès à faire sur bien des aspects au Québec, on est quand même une des sociétés dans le monde les plus choyées sur ce plan-là. On est pratiquement béni de vivre ici, malgré toutes les lacunes auxquelles il faut voir, là. Le Québec a quand même fait de beaux progrès là-dessus. Alors, je vais rebondir, M. Hossan, sur votre réflexion sur la collaboration entre les milieux privés, publics, communautaires. Donc, vous avez mentionné l'enjeu. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes que vous voyez pour améliorer cette collaboration entre ces 3 grands piliers de l'action sociale? Il y a beaucoup de forums qui existent déjà et qui sont de plus en plus actifs où les 3 piliers sont réunis. Et par exemple, les grandes fondations qui sont plutôt du secteur privé vont souvent collaborer à des projets collectifs. Les gouvernements vont souvent aussi être mis à contribution. Donc, je pense que c'est déjà entrepris. Mais moi, mon espoir est fondé sur un changement générationnel, pour être très ouvert, là. Je pense que les jeunes ont la chance, c'est chance entre guillemets, d'arriver devant un portrait qui est déjà plutôt laid et à corriger. Ceux qui, comme moi ou même les plus vieux, qui ont été dans un système qui les a choyés tout le long de leur vie, ne seront pas la bougie d'allumage d'un changement de système. Mais les jeunes qui sortent de l'école et qui voient déjà tout ce qu'il y a à faire sur le plan des inégalités ou de l'environnement, par exemple, ont souvent le réflexe plus collectif. Et je pense que ce changement générationnel-là, à la fois parmi les élus, parmi les gens dans le communautaire ou parmi les gens dans le secteur privé, va amener de grands changements qui sont difficiles avec les anciennes générations, sans les exclure, évidemment. Il faut que toutes les générations soient impliquées dans tout projet, mais je pense que fondamentalement, en moyenne, les jeunes générations sont plus aptes à voir ce qui marche mal et comment le réparer. Et bien, en fait, ça s'appelle l'évolution. J'espère que c'est le cas à chaque génération. Brièvement, j'ai remarqué que le secteur privé ou les entreprises privées, voyant le potentiel qui existe dans les territoires, hydrogène, lithium, némite, toute la panoplie, il y a une incertitude économique et politique parce que les Autochtones se soulèvent maintenant. Alors moi, je me dis tout le temps, si les partenaires sont sincères dans leur démarche, les gouvernements et les premiers peuples, les nations, je pense qu'on peut faire de belles choses, mais si on veut, après ça, aller, comme je vous ai dit, si on quitte pour des raisons X, Y, puis on se retrouve à Québec ou à Montréal,
puis comme personnes les plus vulnérables, ben comment on fait pour s'assurer quand on a des initiatives gouvernementales? Puis là, c'est pour ça, moi, quand je voulais être vieille, je voulais aller au Sénat quand j'avais 28 ans. Alors, à 51 ans, je suis arrivée au Sénat, un petit peu vieille. Mais comment on peut dire au gouvernement, au pluriel, et aux partenaires privés, investissez à long terme? Parce que les personnes en situation de vulnérabilité, c'est une complexité puis une panoplie de programmes, de situations qui fait qu'on s'est retrouvés là, puis on ne change pas ça en 3 ans. Donc, d'avoir l'audace pour financer plus que 5 ans. Peu importe la culture, que je sois noire, autochtone, XY, mais d'investir à long terme. Ça manque, ça. Me permettez-vous de revenir un peu sur votre question sur les leviers tout à l'heure? Je voulais juste Certainement. revenir là-dessus. Puis je voulais faire un petit bout sur la question. Puis Édith Saint-Hilaire l'a évoqué. Mon ancienne collègue Julie Bellavance l'a évoqué tout à l'heure en posant une question sur le communautaire. Mais avant, je vais faire un petit détour. C'est clair que la lutte contre les inégalités, les éléments clés, puis la réduction des écarts, ce n'est pas au communautaire à apporter ça. M. Hossan, vous l'avez dit dans votre première intervention, on est sur du long terme. Ce qui est le plus structurant, ultimement, c'est la fiscalité. Virginie l'a dit très clairement aussi, dans ce que met de l'avant le collectif, c'est des interventions publiques majeures pour contrer les effets des inégalités. Je vous ai fait une petite blague tantôt au début en disant que j'aimais moins le mot « solution », j'aime plus le mot « action ». Je vous cite Saint-Exupéry, c'est une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée, qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer, puis les solutions suivent. » Puis la petite histoire de la loi 112, qui a été adoptée en 2002, même si elle était moins forte au final que le projet citoyen qu'on avait mis de l'avant, ça a quand même été un mouvement, un moment majeur. Et ce que les gens oublient dans ce temps fort de l'histoire du Québec, on peut revenir aussi à la Marche des femmes en 1995, c'est d'abord un mouvement qui est parti de la base, qui a été porté par des personnes en bas de l'échelle, des personnes en situation de pauvreté. Pourquoi je reviens avec la question du communautaire? C'est parce que souvent on oublie, on associe beaucoup le communautaire à une offre de services pour compenser ce que les services publics ne sont pas capables d'offrir. On associe, alors, sécurité alimentaire, littératie, tout ça c'est vrai, on est d'accord. Mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est une des plus grandes contributions du milieu communautaire. Puis là, je fais le lien avec la question d'avant, Madame, sur le « avec », c'est cette capacité d'accompagner des personnes en bas de l'échelle qui ont de la difficulté à prendre la parole sur la place publique dans l'exercice d'une pleine citoyenneté. Et c'est à travers cet exercice d'une pleine citoyenneté des gens en bas de l'échelle qu'on crée les forces en marche, qui fait qu'un jour, on va être capable de se doter des solutions structurantes. Alors, comme le disait Anaxagore, tout est dans tout. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, ça prend des solutions structurantes, mais on ne peut pas développer des solutions structurantes macro sans que les personnes, les principales personnes concernées soient capables soient entendues et soient capables d'être mobilisées. Et là, la contribution du communautaire est exceptionnelle et malgré les rehaussements dans le dernier budget, ce n'est jamais entendu. Le regard des pouvoirs publics et particulièrement de ce gouvernement-là sur la force du milieu communautaire est particulièrement méprisant. Si vous me permettez juste une seconde, bravo. Et il y a autre chose aussi, moi, j'aimerais, les mots sont extrêmement importants. J'aimerais qu'on change de vocabulaire des fois qu'on parle du communautaire qui est subventionné par rapport à d'autres secteurs. L'argent public qui va au communautaire, le gouvernement achète un service qui devrait payer ailleurs si ce n'est pas le communautaire qui le faisait. Parce que l'entrepreneur privé qui a pavé les routes ici, c'est de l'argent public qu'il a reçu, puis il appelle ça un contrat, il n'appelle pas ça une subvention. C'est les mêmes dollars. Donc, le communautaire, c'est une offre de service qui est achetée par le gouvernement comme le privé le fait. De la même façon que quand on nous demande, oui, mais ça va coûter cher lutter contre la pauvreté, rehausser le revenu des personnes en situation de pauvreté, combien ça va nous coûter? Oui, mais ça nous coûte combien, pour vrai, là, de tolérer la pauvreté? Ça coûte en vie. On le sait qu'il y a un écart d'à peu près 10 ans dans l'espérance de vie entre les quartiers défavorisés et les quartiers favorisés. Les gens
vieillissent en moins bonne santé, ils meurent plus jeunes. On est prêt à tolérer ça au Québec? On ne se pose jamais cette question-là. On parle toujours de la lutte contre la pauvreté en termes très comptables, alors qu'on y gagnerait collectivement d'un point de vue strictement comptable, mais on y gagnerait aussi d'un point de vue social, d'un point de vue collectif, à être riche de tout son monde, avoir un Québec riche de tout son monde, qui est une des phrases clés du collectif. Et pour répondre à la question sur les leviers, en fait, la semaine dernière, j'étais au Cégep de l'Outaouais pour faire une présentation sur la pauvreté. C'était la semaine des sciences humaines. Et à la fin de ma présentation, il y a un étudiant qui m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? » Tu sais, comme individuellement, qu'est-ce que je peux faire? J'entends votre présentation, je me sens interpellée, mais aussi très impuissant par rapport à la tâche colossale qu'il y a à faire par rapport à la lutte contre la pauvreté. Et effectivement, on peut se sentir un peu petit par rapport à tout ce qui a changé. On a très peu de pouvoir par rapport au montant des prestations d'aide sociale, au montant du salaire minimum, sur la question des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté. Cela dit, il y a effectivement la capacité de se mobiliser, de s'informer, d'aller à la rencontre de l'autre, de venir manifester. Le collectif fait une manif le 23 mai à Québec contre la pauvreté. Alors ça, c'est des occasions d'en apprendre plus, de se mobiliser puis de se faire entendre des gouvernements. Là, la ministre Rouleau a annoncé hier qu'elle allait avoir des consultations. Elle veut savoir ce que le Québec pense qu'on a besoin en matière de lutte contre la pauvreté pour le prochain plan d'action contre la pauvreté. Bien, prendre la rue, c'est une des façons de se faire entendre. Oui, il faut déposer des mémoires, oui, il faut aller faire des représentations, mais prendre la rue, c'est aussi prendre la voix et exprimer ce en quoi on croit, puis ce qu'on pense qui est important de mettre de l'avant. Merci. Je vais poser une dernière question avant d'ouvrir la discussion au public. Pour continuer sur cette question de la mobilisation, on est toutes d'accord qu'il y a cet enjeu de la mobilisation, de travailler avec les personnes concernées, la citoyenneté des personnes à la marge. Une fois qu'on a dit ça, je poserai la question de la mobilisation des privilégiés. 1%, les 20%, comment on mobilise ce monde-là autour de la question de la lutte contre la pauvreté et des inégalités. J'ajoute, est-ce que c'est possible? Et je posais la question à John avant tout. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire par rapport à ça, mais je pense que je vais partager une réflexion assez ciblée. Tu as nommé tantôt la collaboration entre secteurs. Puis on a pas mal de personnes avec nous aujourd'hui qui sont dans le secteur philanthropique. Et d'après moi, il y a un rôle clé que ce secteur-là peut et doit jouer dans la lutte pour la justice fiscale. Et je crois en ça parce que c'est un secteur qui est souvent nommé pour freiner les arguments pour la justice fiscale. La philanthropie existe, la redistribution volontaire, ça existe. Il faut faire foi à ce système-là. J'ai l'impression qu'on sait tous dans cette salle que c'est pas la bonne réponse. Que les échelles sur lesquelles opère la philanthropie et le gouvernement puis les impôts sont complètement différents. Il y a aussi une citation de Martin Luther King Jr. qui me vient en tête que la philanthropie, ça peut être louable, mais ça ne devrait jamais mener le philanthrope à oublier l'injustice économique qui rend la philanthropie nécessaire. Et c'est pour ça que, d'après moi, les acteurs philanthropiques ont une responsabilité de se prononcer sur l'enjeu de la justice fiscale pour contrer leur instrumentalisation dans les arguments conservateurs pour empêcher la justice fiscale et pour soutenir les mouvements sociaux qui revendiquent les solutions de justice fiscale.
Donc là, je pars d'un secteur institutionnalisé, des personnes privilégiées. Mais voilà, je commence là et je vais laisser la parole à mes collègues. Je fais depuis partie, je vais tout vous dire en même temps. Ma communauté Innu, ma moitié, et bien d'autres nations ne sont pas où je suis aujourd'hui. Donc, avec un salaire et pour les 24 prochaines années. Mais je ne sais pas si j'avais été acceptée, qu'est-ce que je ferais? Je suis sûre que je serais en politique là, pour changer certaines choses. Mais reste que on est plusieurs, nous, qui réalisons que nous sommes privilégiés. Et quand on fait une enquête nationale, on voulait l'abandonner à un moment donné, puis les familles nous disaient « Toi, tu peux partir, puis tu vas sûrement te retrouver un autre job, mais moi, personne ne va me donner des réponses pour ma mère ou mon frère ou quelqu'un qui est parti. » Ça, là, à partir de ce moment-là, le punch dans le ventre, ça a été personnellement, je dis « OK, j'en fais un contrat social jusqu'à mon dernier souffle. » Alors, je ne serais pas riche parce que, à moins qu'on se parle, puis tu me dis comment mettre de côté, là. Mais ma famille est immense, puis le territoire est immense, puis on est plusieurs Premières Nations comme ça. La générosité. T'sais. Mais des fois, ça vient essoufflant en se disant, il est où le système? Et où la ville, ça peut être Vancouver, là, et où la politique qui va aider ces gens-là alors que nous, on soutient. Puis on est une petite bulle de privilégiés, mais qui n'a pas la capacité de vivre. Mon père québécois, il capote, là. Il dit, Michel, tu ne sais pas investir, puis tu ne sais pas négocier. Mais reste que, des fois, je me dis, je le fais parce que j'ai le cœur grand, là. J'ai des enfants aussi, mais où est le système pour ces gens-là? Fait que ça, je ne vous dis pas d'avoir pitié en moi, là, mais c'est une culture pour nous d'être riche. Moi, je me trouve riche, là, d'amour surtout, qui n'est pas normal et naturel. Parce qu'on partage. Mais comment faire en sorte qu'on ne crée pas dans nos réseaux autochtones, dans notre culture Innu, des super riches puis des super pauvres, ce qui est le cas. Ça existe. Alors ça, pour moi, c'est autant pour les personnes vulnérables en ville ou en territoire, trouver l'équilibre personnel et collectif. Fait que moi, je suis dans mon, mettons, formation 102, là, je dirais. Merci. Mais je retiens de ce matin qu'il a été dit par plusieurs personnes, en fait, qui ressentaient de la colère, que la colère était un carburant. Pour moi, c'en est un, en tout cas, très certainement. Je vis là-dessus depuis vraiment longtemps. Ça fait rouler. Mais ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule à carburer à la colère. Il y a vraiment beaucoup de raisons d'être fâchée. Il y a vraiment beaucoup de raisons de se mobiliser. J'entendais aussi le souci que cette colère-là ne vienne pas jouer sur la division entre nous, de la nécessité de collectiviser notre colère pour exiger mieux, exiger davantage, pour s'impliquer, pour prendre la rue, encore une fois, 23 mai, Québec. À 13h. Bien, on se rassemble à midi, on part à la manif à 13h. Au Parc de l'Amérique française. On va finir ça devant le Parlement. Merci pour... On finit ça devant le Parlement, puis on va faire un immense casse-tête qui révélera un message qu'on veut que le gouvernement entende. Donc, ben voilà, c'est pour moi, la colère, ça reste un des moteurs. Je suis très contente de savoir qu'on est plusieurs ici à ressentir cette colère-là. J'espère qu'elle pourra être contagieuse et qu'à travers la contagion, on pourra rester unis puis exiger mieux et plus du gouvernement. Sur la question, de toute façon, il faut que j'assume aussi, parce que je suis aussi là comme président du comité de développement social de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Et, juste faire sourire, j'ai été président du conseil d'administration pendant 3 ans. Et quand je présidais le conseil d'administration, des fois, je me livrais au petit jeu que j'étais la personne autour de la table qui avait le plus bas salaire. Mais pourtant, on m'a quand même demandé d'être le président du conseil d'administration. Et j'ai découvert chez mes co-administrateurs des gens qui ont une grande sensibilité. Et étrangement, à la rencontre de l'autre, on découvre aussi des visages différents.
Les gens de Québec, il y en a qui me connaissent bien, je vais dire des choses que vous m'avez souvent entendu dire. Là, on est tous dans le même grand projet collectif. C'est quoi le projet collectif? C'est vivre en société. Vivre en société, c'est reconnaître qu'on est tributaires les uns des autres, dans ce que nous sommes, dans ce qu'on possède. On est interdépendants. La question a été soulevée, je pense, justement, effectivement, c'est Kathleen du Saguenay ce matin qui a posé la question. Il y a quelque chose de préoccupant dans ce qu'on observe par rapport à l'augmentation des inégalités, dans ce que ça risque de créer comme clivage, comme incapacité d'avoir des lieux et des espaces où on peut dialoguer. Être interdépendant, ça veut dire qu'on apprend au contact de l'autre. On se construit à travers nos contacts. Moi, j'ai été déformé très jeune, je m'excuse. Là. Mon grand-père était professeur de philosophie. Mon père est professeur de philosophie. Donc, alors, Aristote, c'est pas le moins. Là. Aristote dit on est des créatures sociales. On se construit à travers nos contacts. On se construit à travers nos échanges. On se construit à travers nos rencontres. Puis je pense qu'Aristote aurait pu apprendre beaucoup de la sagesse autochtone que vous venez de décrire, parce que dans le fond, c'est ce que vous venez de nous rappeler. Donc, tu sais, réduire les inégalités, c'est créer une société plus inclusive. Alors, en même temps que cette colère-là, elle est tout à fait légitime et je la sens. Vous m'avez entendu l'exprimer ce matin à la fin de la conclusion de l'atelier que j'animais. En même temps, tu sais, l'opposé de l'inclusion, c'est de l'exclusion. On ne peut pas vivre dans une société où les clivages sont trop importants. Donc, on est de toute façon condamné dans nos recherches de solutions à s'assurer qu'il y a une place pour tout le monde dans une société plus inclusive, y compris pour des personnes qui sont dites plus privilégiées. Merci. Juste pour revenir à votre question, Belinda, sur la contribution du 20 ou même du 1 à ce qui va suivre, je pense qu'il va y avoir une résignation ou une obligation. Éventuellement, ceux qui aiment l'histoire, là, le 1 en France en 1789 n'a pas eu une belle année. Là. Et je pense que les coupures étaient d'un autre ordre que budgétaire. Il n'y a personne qui veut en arriver là, puis je ne pense pas que le Québec soit aux prises avec ça. Mais je pense que, encore une fois, le changement générationnel va contribuer, mais même les gens en place déjà, les pouvoirs en place, il y en a qui vont réaliser que c'est dans leur intérêt même de mieux partager ou de partager davantage ce qu'ils ont accumulé. Et Michel a mentionné le contrat social. Il n'y a pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité, quand deux personnes avaient un différend, c'était au mousquet ou à l'épée que ça se réglait, puis l'agressivité se passait un contre l'autre jusqu'à ce qu'il y en a un qui ne respire plus. Puis le contrat social a dit aux gens, votre liberté individuelle de vous faire vengeance, on l'enlève, il va y avoir des tribunaux, il va y avoir des arbitres et tout. Et le contrat social économique, moi je pense qu'il s'en vient, parce que les inégalités, c'est une violence économique. C'est une violence, les inégalités. Et je suis sûr qu'un jour, le contrat social va faire en sorte que ce ne soit pas légal d'avoir $1 milliard dans son compte de banque. Quelqu'un qui en a 20, 50, 100 millions, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? À quel point la société va dire, t'en as assez, là, ça va faire. La prospérité que tu crées maintenant, ça va être à tout le monde, ou même avant ce point-là. Là. Ce n'est pas à moi de déterminer le seuil, mais je pense que le contrat social, un jour, va évoluer de sorte qu'un humain, une femme, un homme ou une personne, quelle que soit la définition qu'elle veut se donner, ne puisse pas accumuler ce qu'une nation entière vaut par ailleurs. Merci. On a terminé avec la première partie. Donc, vous connaissez la chanson. Il y a des micros. On va prendre plusieurs questions d'affilée. Ce que je viens d'entendre, je trouve ça très intéressant, puis je voudrais être rendu où est-ce que vous pensez. Mais moi, je veux vous ramener à la base. Et à la base, présentement, il y a l'éducation qu'il faut parler. Et il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe aussi à l'éducation, ce qu'on enseigne, ce qu'on appelle les écoles. Hein? Mais moi, je vais vous parler de l'éducation populaire. Et moi, je pense que l'éducation populaire, dont j'ai été partie prenante pendant des années pour des femmes, a permis à d'autres d'aller plus loin. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas bien subventionnable. Et c'est ça que je vais vous dire. Et si c'est des gens gouvernementaux qui peuvent faire ça, tant mieux. Mais je vais juste vous dire ce que je vois à l'âge que j'ai, à 80, c'est plus là.
Et ça, là, je trouve ça de plus en plus difficile. Moi, j'ai été chanceuse dans ma vie. J'avais 10 ans quand on m'a retirée de l'école, mais je voulais tellement y aller parce qu'il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs. Nous étions 5, alors j'ai été retirée, mais j'ai été capable de retourner à l'école. Et curieusement, pendant des années, je ne suis pas celle qui a parlé beaucoup, qui parle un peu plus aujourd'hui, mais j'ai côtoyé des gens qui m'ont donné, grâce au contour, au réseau que j'avais, qui m'ont donné plus de force, et j'ai été capable d'accompagner des gens qui ont écrit dans la vie puis qui ont fait des lectures de société. Mais je vous reviens pour vous le dire, l'éducation, c'est important. Je regarde mes petits-enfants et que je leur demande, « T'as-tu entendu parler de ça? » Oui, mais c'est tellement strict des fois qu'on oublie que, j'arrête ici, là, mais on oublie qu'on a d'autres choses à vivre. Bien, peut-être dans la ligne des autres choses qu'on a à vivre pendant la conversation. Puis merci beaucoup de nous avoir rendus là où vous nous avez amenés. Il me semble qu'on est à une belle place à ce moment-ci pour finir la journée. Puis un peu dans cet esprit-là, c'est drôle, il y a comme 2 mots qui me sont restés, fiscalité puis transport en commun à travers tout le reste, puis richesse. Mais je vais essayer de tricoter quelque chose autour de ça parce que mais pour la fiscalité, le mot, ça vient du mot panier en latin, fiscus. C'est ce qu'on met dans le panier selon nos moyens pour redistribuer selon nos besoins. Que l'économie soit organisée pour que ça marche, il me semble que c'est ça l'essentiel. Et puis, ça m'a amené, cette semaine, j'ai repensé à ça, le Conseil du Trésor. C'est un drôle de terme, mais d'une certaine manière, dans le PIB, on a un trésor commun qui s'appelle des finances publiques. L'utiliser correctement pour le bien de tout le monde, c'est pas mal ça, dans le fond, utiliser un trésor. Et puis, après ça, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est notre trésor? Puis, qui est notre trésor? Puis, je me suis demandé, est-ce qu'on veut être riche d'une échelle de revenus commune? Ou si on veut être riche d'une terre commune? Et merci à l'apport des Premières Nations, moi, je crois qu'on est mieux dans appartenir à la terre que de la posséder. Alors, si notre trésor, il nous permet de faire ça, c'est déjà pas si mal. Puis là, j'aimerais partager après ça 2 petites choses. Un, c'est, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, je pense qu'il faut travailler sur les règles, la fiscalité, mais qu'en même temps, il faut se donner des occasions de goûter à l'égalité. Parce que sinon, on vit juste habitué à l'inégalité. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de poser des questions à des groupes, genre une situation où je me sens dans l'égalité, puis une situation où je me sens dans l'inégalité. Curieusement, la réponse à ces 2 questions-là, elle donne la suite de notre travail. Dans une échelle, on regarde vers en haut, mais où est-ce qu'on pourrait vivre en dehors d'une échelle? On a à l'apprendre, puis à s'en donner des occasions. Fait qu'il y a ça qui me vient, puis là, j'arrive au transport en commun, puis c'est drôle, il y a 2 semaines, je n'ai pas d'auto, donc je prends le transport en commun, puis je me dis, les gens qui se promènent toujours tout seuls dans une auto, il manque quelque chose. Parce qu'il manque la vie de la journée, si vous voulez. Alors, je vous partage juste, j'étais dans l'autobus l'autre matin, il y a une femme qui rentre avec sa petite fille, d'âge préscolaire, là, de toute évidence. Et puis, la petite fille, elle se met à dire dans l'autobus, l'autobus, c'est à tout le monde. Bien, je me suis dit, mon Dieu, ça devrait être ça. Moi, la journée où on va être toutes dans l'autobus parce qu'on sait que c'est pour tout le monde, on va être contente. Ça m'a frappée. Et puis, autre chose, oui, pour la participation des personnes qui vivent la pauvreté, puis j'ai envie de dire, John parlait de privilèges. C'est quoi le privilège des personnes qui vivent la pauvreté?
Je pense qu'un des privilèges, c'est de découvrir ou de se nourrir d'une autre sorte de richesse. Et puis ce matin, c'est trop un hasard, j'ai rencontré Rachel, qui était avec le Carrefour de savoir sur les finances publiques il y a plus de 20 ans, à discuter avec le ministre des Finances, qui était Bernard Landry à l'époque, et des fonctionnaires des finances. Et elle me traduisait qu'est-ce que se rappelait de cette époque-là. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus, puis moi, je m'en venais ici. Alors, je l'ai noté. Elle dit, ça, c'est des belles histoires d'amour. Tout ce qui lui a resté de l'expérience de passer 2 ans à réfléchir comment questionner les gens des finances, à parler des dollars vitaux, du produit intérieur doux, puis de la dépense intérieure dure, puis de toutes ces choses-là, c'est l'histoire, c'est une expérience d'amour. Alors, peut-être que c'est bon aussi de ramener l'amour dans nos affaires, je ne sais pas, mais ça nous permet de se regarder plus qu'une échelle. En tout cas, c'est ce qui me vient. Merci. En passant, juste une petite blague. En passant, Aristote, il disait que le plus important, c'est l'amour. Je suis quelqu'un en colère aussi, mais derrière ma colère, c'est toujours caché une immense tristesse. Donc, je suis ultra sensible à ce que vivent les gens. Je suis médecin de formation aussi, je suis une soignante, donc naturelle, là, puis... Mais j'ai une colère qui m'a poussée toujours, puis j'ai la chance. J'ai un privilège incroyable. J'essaie de l'utiliser du mieux que je peux. Je suis en santé publique. Mon rôle, c'est de faire de la santé. Pas de la maladie, là, de la santé, globalement. Puis la santé, ça se construit bien avant la maladie. Puis ça se construit dans nos milieux de vie. Ça se construit là où on grandit, là où on va à l'école, là où on travaille, là où on se réjouit, là où on aime, dans nos communautés, dans notre beau Québec. Puis dans notre beau Québec, cette société distincte que l'on a avec nos Premières Nations, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. D'abord, on n'en a pas parlé aujourd'hui et je suis très étonnée de ça. Il y a quand même un groupe de la société civile québécoise qui plaide actuellement pour des indicateurs du bien-être selon le modèle du Do Not de Kate Raworth, où on a un plancher social, un plafond écologique, puis une zone où tout le monde, toute l'humanité, on pourrait vivre dans un renouvellement durable. On ne mesure pas où on s'en va. Il faut mesurer nos aspirations. Il faut les dire, nos aspirations, il faut les partager. Bien, chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on les dit, on les partage, on rêve, on révolutionne, on part de ce qu'on souhaite à l'intérieur de nous et on fait advenir le monde dans lequel on veut vivre, dans notre région, et ça peut être partout au Québec. Ça s'appelle le Grand Dialogue pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça, la vraie révolution. Tout ce qui est créé sur cette terre a commencé par une pensée. Cette pensée-là est souvent un rêve. Votre maison, vous l'avez imaginée, vous avez construit des plans, vous avez amené l'argent, puis vous avez fait les matériaux et tout, et c'est devenu la maison. Tous les projets, c'est toujours la même chose. Et où on se rejoint collectivement, c'est dans ce territoire-là qu'on veut habiter tout le monde ensemble. Où on se rejoint collectivement, c'est dans nos aspirations de vouloir une vie qui a du sens, où il y a de la joie, où on partage, où on se sent à l'aise avec nos voisins, où on est en communication constante, pas parce qu'on se compare les uns les autres, mais parce qu'on a envie de partager, de découvrir les différences que l'on a et aussi les similarités. Donc, on est en train de faire ça. C'est facile à faire. Les gens reprennent contact entre eux, recommencent à se parler, ont du plaisir et on est en train de bâtir tranquillement le rêve collectif là, d'une région. Et après ça, on pourra financer des plans d'action et on pourra imaginer si on s'en va dans la bonne direction en disant on a les indicateurs du plancher et on a les indicateurs du plafond. Et merci aux jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes qui veulent quelque chose de meilleur. Il y a les aînés. Et au Québec, on est un paquet d'aînés qui s'en viennent tous à la retraite. Il y en a déjà pas mal une grande gang. Puis savez-vous ce qui est important quand on est rendu à un âge où ça s'arrête, le travail, pour nous? C'est le legs. On veut léguer quelque chose de meilleur. On a appris tellement de choses, on a vu tellement de choses dans les milieux de travail dans lesquels on était. On a vu des aberrations, puis là, je regarde Annick. J'ai fait un clin d'œil. Actuellement, au Québec,
c'est éhonté comment on fait de la dépense publique, du gaspillage de ressources à travers tous les programmes qui ne se parlent pas suffisamment. On fait plein d'appels à projets, on passe du temps inimaginable, ça n'a pas d'allure. Il y a des réflexions profondes à faire et il y aurait des changements assez radicaux rapidement qu'on pourrait faire. C'est une invitation, parlons-nous, mettons en place un plan d'action avec des actions vite, puis à moyen et long terme. Bonjour, Pierre-Claude Poulain, toujours de la QDR, l'Association des retraités qui n'ont pas de pension d'employeur. Ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on travaille aussi avec l'Observatoire depuis au moins un 6-7 mois de travaux pour identifier des indicateurs économiques pour nous aider, nous guider. On a regardé la mesure de panier de consommation, qui est à peu près 20 000 par année pour vivre. 39 % des retraités vivent avec une aide, qui est une aide sociale, qui est le supplément de revenu garanti, qui va aller jouer dans ces barèmes de revenus-là de 21 000, 22 000, 23 000. C'est catastrophique. On me disait la semaine dernière, comme je vous disais ce matin, c'est 53 % qui vivent en dessous d'un revenu viable. Fait que là, on cherchait des indicateurs. On a regardé le surintendant des faillites. Il protège tous les débiteurs en situation de faillite en bas de 26 000. Tu as une classe qui a bâti ta nation, qui a contribué à ta nation économiquement. Même s'ils étaient au salaire minimum, ils ont contribué. Leur employeur a fait un gain, a fait un profit, mais eux étaient au salaire minimum. Alors qu'ils se retrouvent à la retraite à 21 000, en situation de faillite, on les protège à 26 000. Au Québec, avec toute l'aide juridique, c'est 24 000. Et c'est en diminuant si vous gagnez un salaire un peu plus élevé. Et l'aide au logement, ça, je n'arrive pas à savoir comment ils établissent le revenu de 32 000, mais on vous donne une aide au logement pour 32 000. Alors, est-il qu'avec tout ça, on en arrive avec l'Observatoire québécois des inégalités, où ils ont identifié l'indicateur de revenu viable, qui était vraiment un indicateur qui était aussi un indicateur qui avait été développé par l'IRIS. Et on a adopté cet indicateur-là en mode solution. Ça nous prend une solution rapide. C'est des personnes âgées, la majorité ont 70 ans, alors ils ont besoin d'une solution rapide. Alors, on revendique depuis le mois de juin dernier, comme piste de solution, la reconnaissance par les gouvernements et canadiens et québécois d'un indicateur économique qui est celui du revenu viable, qui présentement est de l'ordre de 29 600. C'est par région. Alors, et que les 2 gouvernements fassent reconnaître cet indicateur-là et calculer cet indicateur-là par Statistique Canada, Statistique Québec. Et on arrive avec aussi une autre piste de solution, c'est que pour atteindre le revenu viable, pour ceux qui ont un revenu de 21 000, 22 000, 23 000, atteindre l'écart, il y a 8 000 qui manquent, sans faire de recherche de fiscalité et tout, on a splitté 50-50. 50 au fédéral, 50 au provincial, et de hausser le supplément de revenu garanti de 4 000 $ et qu'au Québec, on hausse de 4 000 $ le crédit de soutien aux aînés ou d'autres crédits pour les personnes âgées. Alors, de cette façon-là, on parviendrait à avoir des retraités qui gagneraient minimalement un revenu de 29 000 $ de cette façon-là. C'est catastrophique de voir, en période où il y a autant de retraités qui arrivent, d'année en année, où on dirait, bien là, c'est un beau marché, investissez là-dedans, 800 fermetures de RPA depuis 2014, 300 depuis la pandémie. Et là, chose de surprenante, c'est qu'anciennement, c'était que les petites RPA qui fermaient. 12, 15 lits, 20 lits, 25 lits, 50 lits. Mais là, c'est rendu que ce sont les vieilles résidences de luxe, celles qui étaient pour les fortunés, qui ferment leurs portes ou qui changent de vocation parce qu'ils ont dans leur clientèle ceux qui ont le supplément de revenu garanti, qui étaient parvenus à avoir accès à ces résidences-là parce qu'ils avaient vendu leur bungalow. Mais le bungalow, il passe vite d'une résidence de personnes âgées. Et il vient un temps que le propriétaire n'est plus capable de hausser le loyer. Et par le fait même, il préfère changer de vocation. C'est assez catastrophique. C'est en mode solution. Et là-dessus,
la mode solution d'atteindre le revenu viable, qui soit reconnu par les deux gouvernements, ça peut aider, quels que soient les groupes, quelles que soient les classes de société, ça peut être un modèle à suivre. On a besoin de votre support. Merci. Alors que si vous allez en résidence de personnes âgées de luxe, plus que vous dépensez, et donc plus que vous avez une capacité de dépenser, plus que vous pouvez vous payer des crédits d'impôt non remboursables de maintien à domicile. Les crédits d'impôt maximum de maintien à domicile en résidence de personnes âgées vont jusqu'à 7 000 $, alors que la moyenne pour l'ensemble du Québec est de 4 000 $. Mais la même personne qui est dans son bungalow, dans son appartement à Montréal ou à Québec, n'a que 356 $. C'est en ce sens qu'il faut qu'on reconnaisse vraiment l'indicateur revenu viable et qui sert de point de bascule entre les crédits d'impôt non remboursables et remboursables pour faire balancer cette balance-là qui est injuste présentement. Merci. Merci pour ce complément. Alors, qui voudrait intervenir? On a beaucoup parlé de logement aujourd'hui. C'est un point fondamental, évidemment, dans la lutte aux inégalités et puis la qualité de vie. En économie, il y a deux principes. Il y a la demande et l'offre. Et c'est très bien, ponctuellement, à court terme, d'aider la demande, c'est-à-dire de donner des suppléments d'aide au loyer pour que les gens puissent mieux payer leur loyer. Ceci dit, ça a une augmentation à la hausse, évidemment, sur le prix des loyers parce que les propriétaires savent que les gens ont plus de pouvoir d'achat ou de paiement de loyer, donc ils ont une tendance à augmenter les loyers. À l'inverse, je pense que c'est aussi très constructif d'aider l'offre, c'est-à-dire construire plus de logements, c'est aussi simple que ça, et de faire en sorte qu'ils soient exclus de la spéculation par la suite. Il y a de plus en plus de fiducies d'utilité sociale qui se créent pour garder la partie habitation hors du marché spéculatif. Et moi, je rêve du jour où une maison, ce ne sera plus vu comme un instrument pour devenir riche rapidement, mais bien un endroit où vivre simplement. Et de plus se poser la question, est-ce que ma maison a gagné 20 % ou 22 % cette année, puis est-ce que je change de quartier parce que c'est encore à développer là, puis je vais refaire un autre 50 000 dessus? J'ai trouvé que la pandémie a énormément nui à cette mentalité-là, qu'une maison, c'est un instrument pour devenir riche. Ça devrait être un endroit où vivre. Et si ça, c'était le cas, les prix des maisons suivraient une progression tout à fait normale, et non de 50 % en 2 ans et demi, comme on a vu récemment. Et je pense qu'il faut aussi, de façon législative, changer la façon dont on vend une maison. Il faudrait que ce soit des offres publiques et transparentes. Parce qu'en ce moment, par exemple, s'il y avait une maison en vente à 500 000 $ dans la folie des dernières années, quelqu'un qui la voulait ne savait pas si le voisin avait bidé en bon français 550, donc il offrait 555. Mais l'autre avait peut-être offert 505 sur la maison. Si c'était transparent, toute la partie spéculation qui a fait gonfler le prix des maisons serait éliminée. Puis ça, c'est une règle très simple à mettre en place par le gouvernement et je me demande pourquoi ce n'est pas déjà en place, en fait. Je vais revenir un peu sur la question du logement parce que c'est ça que j'ai lancé. En passant, vous savez que dans les fermetures des RPA, c'est des RPA à but lucratif. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de RPA qui ont été... Je regarde Edith Saint-Hilaire tantôt qui a parlé d'axéologie. Je vais plus utiliser la question du logement pour revenir sur certains des éléments qu'on a abordés et effectivement faire le plaidoyer par rapport à un programme qu'on a mis de côté qui s'appelle Axéologie. Mais au-delà de défendre un programme, c'est surtout défendre une approche. Ce qui était intéressant au Québec, vous savez qu'en passant, le Québec, on était le modèle observé de tout le monde au Canada, là, en matière de logement social et communautaire. On était regardé tout le monde nous enviait le programme Axéologie, qui bien sûr avait un certain nombre de déficits. Vous vous rappelez, plus tôt, on a parlé de travailler avec, donner la parole aux personnes. Un des intérêts essentiels du programme Axéologie, c'était de mettre à contribution les personnes concernées dans l'élaboration d'un projet. C'est les mettre dans une position où c'était possible de rêver quelque chose qu'on allait construire. Et encore une fois, une des conditions essentielles de succès, c'est la capacité d'associer des personnes à une démarche. Et ça, on est en train de mettre ça de côté pour, justement, comme vous me disiez, M. Houssan, y aller beaucoup plus sur une approche de volume en ce moment, où il faut construire très rapidement. Et là, on a un autre paradoxe qui est majeur. On l'a peu abordé dans ce panel-ci, mais ça a été évoqué ce matin, les enjeux climatiques. Un projet d'habitation aujourd'hui, avec les qualités en termes de bâti, on parle d'une espérance de vie d'un bâtiment qui va vivre 80, 100 ans. Et actuellement, le mot d'ordre du gouvernement, c'est oui, il y a une crise du logement. Là, c'est paradoxal. Il y a des urgences, oui, il y a une crise du logement,
Mais là, on va construire rapidement des cabanes parce qu'on doit répondre à une offre, on doit répondre à une demande à court terme sans se projeter dans le temps. Mme Sirois avait dit ce matin, elle a une phrase très, très forte dans son mot d'ouverture quand elle disait que, là je vais la paraphraser, là, vous l'avez entendu en même temps que moi, là, que dans la philosophie autochtone, on essaie de se projeter toujours 7 générations plus loin. Puis là, on nous dit, il y a une crise du logement, fait que trouvons rapidement une solution pour dans 5 ans, sans investir sur du long terme. Et en plus, puis là, ça rejoint ce que vous avez dit aussi, M. Haussan, dans une vision qui dit essentiellement, on ne peut pas faire confiance au tiers secteur, parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'était le tiers secteur qui avait développé des projets de logements sociaux, des projets extrêmement structurants, extrêmement novateurs. Et là, on est en train de mettre ça complètement de côté. Donc, je voulais juste revenir sur certains de ces éléments-là, parce qu'à travers ça, je trouve que ça recoupait certaines des préoccupations qui ont été discutées à divers égards aujourd'hui. Et c'est clair qu'il y a un coup de barre politique important à donner par rapport à la tendance qui est développée en ce moment, qui nous amène vers quelque chose d'extrêmement inquiétant en termes de perspectives de développement. Je retiens qu'on est fâché, qu'on est en colère. Je retiens aussi que quand l'autobus appartient à tout le monde, c'est là où se trouve le vrai, c'est là où il se passe quelque chose. Alors, je ne veux vraiment pas m'étirer, la journée est longue et tout, mais ce que je retiens vraiment, c'est ça, c'est que si on mettait un peu d'amour au cœur de nos politiques publiques, on serait probablement moins fâchés aujourd'hui. Puis oui, la colère, si on se laisse contrôler par la colère, bien, on peut vouloir partir de la terre. Donc moi, un autre contrat en 2013, fini la colère, elle est là, mais c'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime, puis c'est ce qui me dit, ça vaut la peine de se lever. Alors, contrat pour la vie depuis 2013, mais à tous les jours, on est en 3 petits points, parce qu'il y a toujours quelque chose. Je veux revenir sur le premier commentaire ou le deuxième, l'éducation populaire. OK, je vous vois. J'ai eu honte de ne pas avoir fini l'université. J'ai eu plein de bébés, puis je me suis impliquée, puis etc., etc. Aujourd'hui, je dis à mes enfants, allez-y. Allez le plus loin possible. Secondaire, cégep, et ainsi de suite. Mais n'oubliez jamais que la meilleure éducation, la plus forte pour moi, là, où je suis, c'est les mouvements, les organisations qui ont fait en sorte qu'on a le droit de voter, qui a fait en sorte que je peux dire à mon chef, attends un peu, tu ne peux pas me bumper de la liste de bande, ou demain, je vais découvrir les règlements de la Ville de Québec. C'est ce qui nous permet, dans les mouvements. Alors ça, pour moi, là, l'éducation populaire, c'est ce qui fait qu'on a eu une enquête nationale. Sans mouvement, sans entraide, on ne l'aurait pas eu. Ensuite, ce qui m'indigne, là, puis ce qui m'assomme, c'est que moi, je suis nouvelle, à quelque part là-bas, à Ottawa, quand j'entends que nos aînés, parce qu'il y a des aînés aussi dans les nations autochtones, mais la pyramide est inversée. Puis ils n'ont jamais regardé nos études quand on leur disait « on fait beaucoup de bébés, on a beaucoup d'enfants, puis vos écoles sont trop petites, puis je ne peux pas vivre dans ma communauté parce qu'il y a 300 familles qui attendent depuis 15 ans pour une maison. » Imaginez, je suis loin dans la liste. Mais qu'au Québec, vous avez parlé, vous êtes là. Alors, s'il y a quelque chose... Comme M. Trudeau m'a dit quand j'ai été appelée l'année passée, « Tu sais, Michel Audette, tu vas en voir du monde passer. Peu importe le parti politique, tu vas pouvoir pousser des choses à long terme. » Ça ne veut pas dire que je vais changer des choses parce que je vais appeler ou bouger quelque chose, mais je suis témoin maintenant puis je ne veux pas être complice. Alors, si vous voulez me partager de l'information pour que je la transmette à des gens qui ont cette passion au Sénat et ceux et celles qui sont au Parlement, peu importe la couleur, bien, des achalés. Parce que je leur ai dit que j'allais les achaler avec amour. Éducation populaire, contrat social, amour. On a parlé de l'inégalité comme violence, puis effectivement, je trouve qu'on est rendu à un moment historique dans notre société qui est incroyablement violent. Et que les personnes riches sont complices dans une violence incroyable chaque jour. Et je crois aussi, selon l'écrivaine Danielle Sered,
que personne n'entre dans la violence pour la première fois en le faisant. Quand on est complice à la violence, quand on perpétue la violence, ça a toujours une racine de trauma. Et nous, dans notre travail, on croit que une des traumas qui rend possible pour les personnes riches d'être aussi violents qu'on l'est souvent, c'est la dissonance cognitive. C'est le fait de voir tout autour de nous à quel point les personnes sont en crise, vont pas bien, et d'être dit que la société marche quand même plutôt bien. Et gérer cette dissonance cognitive, surtout quand on est jeune, quand on est des enfants, ça nous pousse à éteindre notre faculté empathique. Et cela, ça cause une blessure psychologique. Et donc, nous, notre travail au sein de Ressources en Mouvement, on le conçoit comme un travail d'éducation populaire, d'amour et de guérison. Parce que pour nous, un contrat social sain, ça ressemblerait à ce que toi, tu viens de décrire quand tu as dit que tu ne seras jamais riche financièrement parce que tu seras toujours entouré par des personnes en besoin. Puis le fait que autant de personnes riches thésaurisent leur fortune et ne les redistribuent pas, c'est une violence qui ne serait pas possible si on avait un contrat social sain et si on était sains, nous autres, psychologiquement. Est-ce que l'une d'autre voudrait ajouter des mots en conclusion? Ben moi, le mot... On n'est pas frustré après, on aura l'occasion de discuter après ce que j'ai compris. Le mot que j'aime bien, moi, de la journée, c'est le mot collectif. On parlait de vivre en société tout à l'heure, Marc. Et quelqu'un faisait allusion à la racine latine de fiscal tantôt. Là, la racine latine de société, c'est societas, qui veut dire compagnon. Donc, je pense qu'il faut déconstruire plein d'idées que l'individualiste peut parfois être mieux que le collectif. Il faut aussi déconstruire l'espèce de mythe du self-made man ou self-made woman. Ça, j'ai jamais... Il n'y en a pas de self-made man qui est devenu riche parce qu'il y a eu des parents, des professeurs, des collègues, des mentors, il y a eu des premiers fournisseurs, il y a eu des clients. Il roule sur les routes publiques, il va à l'hôpital quand il est malade. Self-made man, ça n'existe pas. On appelle ça un chanceux, simplement, d'avoir pu accumuler tout ce qu'il a pris en chemin. Mais... Ou un violent. Ouais, j'espère que pas trop souvent. Mais bref, le collectif, à mon sens, va sauver le monde. L'humanité a essayé la religion pendant des siècles. Ensuite, ça a été l'argent. Ensuite, ça a été la guerre. Moi, je pense que c'est le collectif, l'armement, je veux dire. Je pense que c'est le collectif qui va sauver le monde. Puis ce que vous faites ici aujourd'hui, puis ce que vous faites au jour le jour dans toutes vos initiatives et vos projets, ça contribue vraiment beaucoup à ça. Et donc, moi, je veux vous remercier d'être ici puis de faire ce que vous faites pour la société. J'ai des enfants, moi. Ma copine en a aussi. On en a 6 à nous 2. Puis on leur souhaite un avenir brillant. Puis c'est des gens comme vous qui allez leur assurer, je pense. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Juste là-dessus, si je peux me permettre, sur la question du collectif puis du collaboratif, je vous partage un petit message. Quand j'ai pris ma retraite du CLSC il y a 3 ans, j'avais envoyé un long courriel à mes collègues. Mais j'avais partagé avec eux une petite réflexion là-dessus. J'ai eu la chance de participer, je ne sais pas moi, littéralement des centaines de projets collectifs et collaboratifs. Puis une des grandes leçons que j'ai appris, dans les mots-clés, là, un qui n'a pas été nommé, c'est celui de l'écoute. À la limite, si on voulait résumer la démocratie en un mot, c'est écouter. Ce n'est pas voter, la démocratie. C'est écouter. C'est la parole de toutes et tous. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance du collectif, mais le collectif, c'est accepter qu'on ne prescrit pas la destination dès le départ. On prescrit même pas un chemin, parce que le chemin, c'est ensemble qu'on va le franchir. Il n'y a pas un projet, puis je vais le dire de façon baveuse, là, après des années d'expérience, j'étais convaincu à chaque fois que je démarrais un projet que je savais où ça devait aller. Puis à chaque fois, il a changé en cours de route parce qu'on a accepté en groupe de se challenger, de se remettre en question, de s'écouter. C'est la notion d'intelligence collective. Une autre petite citation pour ceux qui aiment ça. Là, vous avez tous fait Euclide. Vous savez tous c'est qui Euclide? Vous avez fait des cours de mathématiques au secondaire, là, la géométrie euclidienne. Euclide il dit quelque chose de tout simple. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble.
Mais ça, pour ça, il faut écouter. Il faut écouter et toujours se rappeler, c'est pas parce que je suis convaincu, c'est pas parce que je pense avoir raison que je dois imposer ma destination aux autres. Cette destination-là, on doit la déterminer ensemble. Merci. Merci à tous. Merci pour l'écoute. Et Marianne, je te laisse la place. Bon, ben, quelle journée. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. Au nom de l'Observatoire et de tous les partenaires, nous tenions vraiment à vous remercier, tous et toutes, pour votre rôle actif, très actif, durant cette journée d'échange, qui a été grandement enrichi par toutes vos questions et tous vos commentaires tout au long de la journée. Merci à tous les panélistes et animateurs, animatrices qui ont accepté l'invitation de l'Observatoire. Encore une fois, un grand merci à notre partenaire principal, Centraide Québec Chaudière-Appalaches Bassin-Laurent, ainsi qu'à nos autres partenaires, la Caisse d'économie solidaire, la Confédération des syndicats nationaux, la Centrale des syndicats du Québec, le Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et la Ville de Québec pour avoir rendu cette belle journée possible. Merci à celles et ceux qui ont fait un don à l'Observatoire lors de votre inscription à l'événement. Comme vous pouvez vous l'imaginer, l'organisation d'un tel événement génère beaucoup de dépenses. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire et à réaliser un don. Pour information, des capsules vidéo et des photos de la journée Lumière seront diffusées sur les plateformes de l'Observatoire dans les jours et les semaines à venir. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolettre de l'Observatoire, à nous suivre sur les réseaux sociaux et, si vous le souhaitez, à devenir membre de l'Observatoire. Enfin, pour prolonger un peu cette journée d'échange et de discussion, notre 5 à 6, et j'insiste sur le 6, débutera sous peu dans la pièce d'à côté et vous pourrez échanger le coupon qui vous a été remis au moment de votre inscription contre une boisson. Merci encore et à très vite.